Salut internet. Avant que la vidéo ne commence, vous trouverez en description un lien vers des offres d'emploi. Voilà, si vous rentrez dans les critères que vous avez envie de bosser avec moi, je vous y attends. Bon, j'ai beaucoup trop de passion. C'est quelque chose qui revient souvent en commentaire, vous êtes nombreux à me le répéter, mais c'est vrai, j'aime beaucoup trop de choses, et cette chose précise, je vous en ai quasiment jamais parlé, alors que c'est ma plus grosse passion. Je suis un énorme fan de la licence Yu-Gi-Oh! J'ai même une chaîne secondaire où je parle en majorité de Yu-Gi-Oh! Et surtout, j'ai une énorme collection de dizaines de milliers de cartes que j'alimente depuis maintenant quasiment 20 ans. Donc déjà vous comprenez pourquoi je suis en face cam, pour un sujet qui me touche autant, mais surtout, quand Konami, l'éditeur de Yu-Gi-Oh! A proposé de sponsoriser une vidéo, j'ai directement accepté, évidemment. On sort donc un petit peu de l'histoire, de la géographie, des cultures dans le monde, pour parler un petit peu plus culture geek des années 2000. Je vous préviens, il va y avoir pas mal de vibes de nostalgie. Allez, c'est parti! Yu-Gi-Oh! C'est d'abord un manga, avant d'être un animé. Et dans cet animé, les protagonistes s'affrontent à base de duels de cartes, de duels de monstres. Et vu le succès du manga et de l'animé, ils ont décidé d'en sortir en vrai, des cartes. Au Japon, elles ont débarqué en 99, en France en 2002, et certaines sont si rares qu'elles se négocient à plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est pas une blague. Et pour comprendre, parlons tournois. Chaque année, de grands tournois régionaux et nationaux sont organisés un petit peu partout, et le gagnant repart avec la carte du moment qui est donc éditée en quelques dizaines d'exemplaires à travers le monde. Chaque gagnant de chaque tournoi de l'année en cours repart donc avec la même carte, comme par exemple l'Empereur du Chaos, Dragon de l'Armageddon. Ça, à chaque fois, ce sont des cartes qui varient entre 700 à 3, 4, 5 000 euros. Mais chaque année a aussi lieu le Saint Graal, le championnat du monde de Yu-Gi-Oh! Oui, il y a un championnat du monde de Yu-Gi-Oh! Dites-vous, rien que le championnat de France de l'année dernière a rassemblé plus de 1200 joueurs. Donc oui, chaque année, championnat du monde. Dans cette compétition, le meilleur repart avec une carte unique, qu'il est le seul à posséder, qui n'a été imprimé qu'en un seul exemplaire. En 2018, par exemple, le championnat du monde se tenait à Tokyo, et j'ai eu l'immense chance d'y aller grâce à Konami, avec mon pote Zulu. J'en profite pour te mettre en description un petit lien vers pas mal de vlogs qu'on a fait sur place, pour te montrer justement l'ambiance dans ces championnats du monde. Et bien le vainqueur de cette édition, le taïwanais Wang Chia-Ching, est reparti avec une magnifique carte Noritoshi, qui n'existe donc qu'en un seul exemplaire. Et pour donner une idée de la valeur de ces cartes, au moment où je tourne cette vidéo, la carte remportée par le champion du monde 2019, Kaiser Eagle, est en vente sur eBay pour la coquette somme de 100 000 $. Ça commence à chiffrer, 100 000 $ pour une carte, mais ce n'est rien du tout quand tu la compares à la carte la plus recherchée de tous les temps. Pour elle, il faut remonter à février 1999. Les cartes venaient tout juste de sortir au Japon. Le tout premier tournoi organisé était sur le jeu Game Boy Yu-Gi-Oh! Duel Masters. Et bien le vainqueur de ce tournoi est reparti avec cette carte, le soldat du lustre noir, qui est très particulière. Déjà, elle n'est pas en carton ou en papier, comme les autres cartes. Non, elle est en métal inoxydable. Et en plus, comme vous le voyez, la carte est jaune. Synonyme dans Yu-Gi-Oh! Des monstres normaux. Voilà, ce sont ce qu'on appelle les monstres normaux. Alors que le soldat du lustre noir n'est pas un monstre normal, c'est un monstre rituel. Toutes les autres éditions de cette carte par la suite sont bien sous sa forme de monstre rituel, et les cartes de monstres rituels sont bleues. C'est-à-dire que c'est l'unique soldat du lustre noir en monstre normal sur une carte en métal. Pendant des années, on ne savait pas qui était le propriétaire de cette carte. On a totalement perdu sa trace. Apparemment, le premier vainqueur l'avait revendue, elle a été revendue, etc. Jusqu'en 2013 où elle est réapparue sur internet et a été mise en vente pour quasiment 1 milliard de yens, ce qui fait environ 8,2 millions d'euros. Voilà, pour une carte Yu-Gi-Oh! Et le pire dans l'histoire, c'est que la vente a rapidement disparu d'internet. Donc potentiellement, il y a bien un mec qui l'a acheté à ce prix-là. Bon, et évidemment, dans Yu-Gi-Oh! On peut pas parler de cartes ultra rares, ultra chères, sans parler de Tyler, the Great Warrior. C'est une carte mythique qui, pareil, n'existe qu'en un seul exemplaire, et qui est liée à ce jeune homme, Tyler Gressel. En 2002, grâce à la fondation Make-A-Wish, qui aide à réaliser des vœux d'enfants très malades, Tyler, qui avait malheureusement un cancer à ce moment-là, a eu l'opportunité de créer sa propre carte. Voilà, depuis il est guéri. Je crois qu'il joue plus trop à Yu-Gi-Oh! Mais il a toujours sa carte Tyler the Great Warrior. Apparemment on lui a proposé des sommes allant jusqu'à 75 000, 100 000 $, mais il veut absolument pas s'en séparer, et on le comprend.
Qu'est-ce qu'un artwork? Eh ben c'est tout simplement le dessin de la carte. Et certaines cartes peuvent avoir différents artworks. Et évidemment, les deux cartes qui ont le plus d'artworks différents sont le dragon blanc aux yeux bleus et le magicien sombre, le magicien des ténèbres, c'est normal. Il faut savoir que la quasi-totalité des cartes sont créées au Japon, en japonais, et sont ensuite traduites dans d'autres langues. Et ben à ce moment-là, au moment de la traduction et de l'arrivée sur le marché international, pour s'adapter au public de différents pays et pour éviter de choquer ou d'offenser certaines personnes, et ben parfois il y a certaines modifications qui sont apportées au dessin. Et pour plusieurs raisons. Déjà, il y a évidemment tout ce qui est trop violent, trop gore, trop sanguinolent. Par exemple, sur le cycle Aqua Miroir, la version internationale est un petit peu moins oh, un cadavre bouche ouverte. La demoiselle de la sphère Abyss a moins l'air de se noyer. Les deux dinosaures de Thomasaurus passent d'un combat à mort à un bisou tout mignon dans le cou. Le sang sur la lame du pillard rigoureux a été retiré. Le dinosaure d'onde de chaleur ne se fait pas désintégrer. La poupée truquée triste ne saigne plus autant et n'est plus dans un cercueil. Et mon préféré, que vous connaissez sans doute si vous avez regardé le dessin animé, le parasite Paracide, clairement moins gore. Ensuite, ils ont essayé d'éviter un maximum de connotations religieuses qui pourraient offenser. Beaucoup de cornes diaboliques ont par exemple été retirées, comme l'accord avec le maître des ténèbres, le rugissement du gouverneur des ténèbres, Dark Witch, l'abomination du jugement dernier, ou encore Kozaki. Pareil pour les halos qui ont disparu de Lumière attirante, Skull Angel, l'enfant absorbant venu du ciel, et même Renette ou le fameux jugement solennel. Il y a bien un halo dans la version originale du jugement solennel. Et évidemment, tout ce qui est purement signe religieux. Les croix sur les tombes de retour magnétique, ou celles d'enterrement prématuré, la bible de l'exil de l'être malfaisant, la croix égyptienne du magicien de l'eau ou de Monster Reborn, le pentagramme du cercle envoûtant ou du rideau de magie noire. Bon, et il y a aussi une autre catégorie, mais on connaît bien tous YouTube, on va éviter de la citer, je pense que ces images parlent d'elles-mêmes, vous comprenez très bien ce que je veux dire. Parfois aussi on a des combos, je vous laisse chercher les différences, il y en a pas mal, et parfois ça n'a absolument plus rien à voir. La carte a le même nom, le même effet, mais plus du tout la même image. Électro-annulation, tragique, le dernier jour de la sorcière, ou encore offrande suprême, sont juste totalement d'autres dessins. Enfin voilà, je vous ai cité quelques exemples, moi ça me fait toujours marrer, mais sachez qu'il y a au moins 10 000 cartes dans Yu-Gi-Oh! Et c'est toujours très fun de chercher ces petites différences. Yu-Gi-Oh! À la base, c'est un manga, et sa timeline est très particulière. Les 59 premiers chapitres ne parlent quasiment pas de duel de cartes. Et d'ailleurs, c'est qu'à partir du 9e chapitre qu'on entend pour la première fois parler du duel de monstres. Et avant de switcher purement et simplement sur le jeu de cartes, en fait le manga se concentrait sur Yugi qui a donc résolu son fameux puzzle du Millennium et qui se retrouve dans des situations pas possibles face à des méchants qui se font rouster par le pharaon, Yami Yugi. Donc les personnages sont bien là, le grand-père, Yugi, Joey, Kaiba, le puzzle du Millennium, tout le monde est là, mais l'univers est si dark, ça n'a rien à voir. Il y a des prises d'otages, il y a des armes, il y a des morts dans le manga Yu-Gi-Oh! Quand Yami Yugi défie un adversaire au jeu des ombres, il blague pas, c'est pas juste un petit jeu d'échecs. Si tu perds ou si tu triches, direct penalty game. Par exemple, dans le chapitre 3, il défie Sozoji, un énième méchant, à un jeu du silence. Le premier qui fait du bruit perd la partie. Sozoji est si stressé, si excité, que le bruit de ses propres battements de cœur lui font perdre la partie. Et la punition, donc le fameux penalty game, est horrible. Il est condamné à écouter de plus en plus fort et de plus en plus vite ses battements de cœur jusqu'à ce qu'il devienne complètement fou. On est donc très loin du petit Yugi qui joue aux cartes dans la boutique de son grand-père. Yu-Gi-Oh! Au début était beaucoup plus proche du genre horreur, comme manga. Et cette première partie du manga, où il y a très peu de duels de monstres finalement, existe aussi en dessin animé. C'est-à-dire que Yugi qui débarque sur l'île des duellistes là, avec Pegasus, etc., c'est pas le premier dessin animé Yu-Gi-Oh! Il y en a eu un autre avant, qu'on appelle généralement saison 0 et qui n'a été diffusé qu'au Japon. C'est un peu moins violent que le manga, mais quand même, je vous invite à aller découvrir ça, ça n'a rien à voir avec l'île des duellistes. Et d'ailleurs, dans cette saison, parmi le groupe d'amis de Yugi, donc Joey, Théa, Tristan, etc., il y avait une autre personne, Miyo Nozaka, qui a totalement disparu dans les saison suivante que nous on a eu. Voilà, il y avait un personnage ultra important qui n'existe pas. Et d'ailleurs, petit fun fact, la toute première carte à apparaître à la télé en France, donc la toute première carte du tout premier épisode de Yu-Gi-Oh! Qu'on voit poser, c'est pas du tout le dragon blanc aux yeux bleus ou le magicien des ténèbres, etc. C'est Kagemusha, une carte qui existe en vrai. D'ailleurs, je crois que je l'ai. Attendez, bougez pas. Je l'ai retrouvée, elle est bien là. Kagemusha de la flamme bleue.
J'aime beaucoup trop les clins d'œil des créateurs du jeu qui se sont basés sur beaucoup de personnes réelles ou légendaires. Par exemple, est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi Slifer s'appelle Slifer alors que les deux autres c'est Ra et Obélisque? Les Ra et Obélisque c'est égyptien, y a pas de souci, mais Slifer, et ça veut pas dire grand chose. Et ben à la base, Slifer devait s'appeler Osiris, mais a été renommé Slifer en l'honneur de ce monsieur, Roger Slifer, qui était le producteur de la toute première saison de Yu-Gi-Oh! Aux États-Unis. L'un des monstres les plus puissants de l'histoire de Yu-Gi-Oh! Est dédié à un monsieur qu'on connaît pas. Ensuite, le monstre Griffe Noël s'appelle en anglais Santa Claus, un honneur à Santa Claus, le Père Noël évidemment. Mais le jeu de mots à l'origine, donc en japonais, n'est pas du tout le même. C'est pas dédié à Santa Claus, c'est dédié à Satan Claus. Le N est déplacé. Pas du tout un hommage au Père Noël, c'est un hommage au diable. Sinon, Benkei, samouraï armé, est lui inspiré de Saito Musashibo Benkei, un moine guerrier ultra connu au Japon. La sentinelle argent semble clairement être inspirée du plus grand sniper de l'histoire, dont on a déjà parlé dans une vidéo d'ailleurs, Simo Haiha, un finlandais. J'adore le souci du détail parce que l'effet de cette carte de sentinelle d'argent permet justement de se cacher un petit peu de son adversaire et de le sniper quand il s'y attend pas, c'est ultra roleplay. Après on a des cartes inspirées de Jeanne d'Arc, d'autres de Genghis Khan, d'autres de Jules César, de Guillaume Tell, mais ma préférée reste celle-ci, Goblinberg. Un gobelin mixé avec Charles Lindbergh, le premier homme à avoir traversé l'Atlantique seul en avion. Ah, les tournois Yu-Gi-Oh! Quel énorme kiff! Quelle ambiance de malade! De nos jours, quand on participe à un tournoi officiel, il y a des cartes qu'on ne peut pas jouer parce qu'elles sont trop puissantes. Elles font partie de ce qu'on appelle la ban list. Ce sont les cartes bannies ou limitées à un seul ou deux exemplaires dans son deck au lieu de 3. Et pareil, on est limité dans le nombre de cartes différentes qu'on peut jouer. On n'a pas le droit de mettre plus de 60 cartes dans notre deck. Notre deck, c'est notre paquet de cartes avec lequel on joue. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Jusqu'en 2007, tu pouvais jouer autant de cartes que tu voulais. Tu pouvais arriver avec un deck de 100 cartes, il n'y avait pas de souci. Un joueur allemand a pris la règle au pied de la lettre et a débarqué un jour en tournoi officiel avec un deck de 2222 cartes. Voici la liste de toutes les cartes et voici la tronche du deck. Il a finalement été disqualifié du tournoi quand on lui a demandé de mélanger son deck en une seule fois, ce qui évidemment était totalement impossible. Mais au moins ça a fait réaliser Konami que ce serait quand même bien de mettre une limite dans le nombre de cartes pour éviter que ce genre de problème se reproduise. Et pareil, pendant 2 ans, de 2002 à 2004, on pouvait jouer n'importe quelle carte. Il n'y avait pas d'histoire de cartes bannies parce que trop puissantes. Il y en a certaines qui étaient limitées, que tu pouvais avoir que en un seul ou 2 exemplaires dans ton deck, mais il n'y en avait aucune que t'avais juste pas le droit de jouer. Jusqu'à ce que ce pigeon de mort débarque avec un effet complètement claqué qui te faisait directement gagner la partie si t'arrivais à sortir le combo. Et c'est simple, il est tellement puissant que depuis 2004, il a jamais été débanni. Voilà, moi j'ai commencé à faire des tournois en 2006 il me semble, je n'ai jamais pu jouer cette carte, tellement elle est puissante. Et puis à Yu-Gi-Oh! On a aussi droit à des anomalies assez marrantes. En 2004, si on allait voir au ciné le film Yu-Gi-Oh! Qui venait de sortir, on avait la chance d'obtenir une carte, le dragon blanc aux yeux rayonnants. Magnifique, ultra puissante, rien à dire. Ouais, sauf que pour la jouer, il faut absolument l'aide d'une autre carte, le dragon ultime aux yeux bleus, qui n'existait pas en France avant 2008. Voilà, pendant 4 ans, on a eu une carte qu'on avait le droit de mettre dans notre deck, mais qu'on pouvait pas jouer, parce que l'autre carte n'existait pas encore. Petite anomalie marrante. Enfin voilà, vous l'aurez compris, hein, je suis un énorme collectionneur, il y a des cartes absolument partout chez moi. J'ai même dû louer en partie un petit conteneur pour ranger ma collection parce qu'il y en a trop. Regarde, j'ai du Yu-Gi partout, absolument partout. Et s'il y a un truc que j'adore, ce sont les clins d'œil. Konami, avant d'éditer Yu-Gi-Oh, c'est surtout un énorme éditeur, développeur de jeux vidéo. Et on retrouve cet historique dans certaines cartes qui semblent être tout droit sorties de jeux vidéo Konami. Le plus représenté est sans aucun doute le jeu Gradius, un shoot 'em up d'arcade très connu dont sont tirées des cartes comme le golem cérébral ou encore toutes les cartes de l'archétype BES. On a l'expert en tactique d'espionnage qui est évidemment dédié à Solid Snake de Metal Gear. La carte le chasseur de vampires, c'est Simon Belmont de Castlevania. Et puis on retrouve des inspirations de jeux beaucoup moins connus ici parce que bien souvent exclusifs au Japon. Ryokuki est un boss de Getsu Fumaden, Serrure Flint est le vaisseau de Zexes, Aitsu, Doitsu, Koitsu viennent de Sexy Parodius, une parodie de Gradius. Gogo le ninja courageux est inspiré de Gambare Goemon, et on a même une carte en lien avec Power Pro, leur licence de baseball, le gosse suprême du baseball. Enfin bref, vous l'avez vu, hein, je pourrais parler des heures et des heures de cette passion qui m'anime depuis maintenant plus de 20 ans. Si ça a ravivé des souvenirs de nostalgie chez certains d'entre vous, ou même si d'autres ne connaissaient pas du tout Yu-Gi-Oh! Mais sont intéressés d'en savoir un petit peu plus, et ben n'hésitez surtout pas, je vous la mets en description, il y a ma chaîne secondaire où on a fait beaucoup de vidéos Yu-Gi-Oh! À la fois très nostalgiques, hein, où je vous parle justement de ma vieille collection, vous allez pouvoir revoir les vieilles cartes avec lesquelles
lesquels vous jouiez peut-être dans vos cours de récré, mais aussi des thèmes beaucoup plus compétitifs. On va dans des tournois, on essaye de faire des résultats, on va au championnat du monde, on regarde les nouvelles cartes qui sortent dernièrement et quelles nouvelles stratégies on peut essayer d'adopter. Parce que oui, Yu-Gi-Oh! A plus la cote que jamais. Encore une fois, l'année dernière, 1200 joueurs au championnat de France, l'année d'avant, 600 joueurs. Si chaque année on double le nombre de joueurs en championnat de France, c'est très bon signe quant à l'avenir de Yu-Gi-Oh! Qui, rassurez-vous, n'est plus du tout considéré comme un jeu uniquement d'enfants. Essayez, je pense que vous allez kiffer. Voilà, je sais que la vidéo est beaucoup plus spécifique que d'habitude, mais j'ai vraiment pris du plaisir à vous la faire, à partager comme ça ma passion. Vous inquiétez pas, on se retrouve dans moins de 2 semaines pour reparler des merveilles du monde avec la suite d'une vidéo qui vous avait particulièrement plu. Allez, à très vite. Salut Internet.